Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Nadia Benedetti. Nadia est coach, formatrice et facilitatrice Lego Serious Play. Dans cet épisode, elle nous explique comment l'utilisation des petites briques Lego permet de travailler ensemble pour trouver de nouvelles solutions de manière simple et rapide. Bonne écoute! Bonjour Nadia Benedetti, Bonjour Mathieu. bienvenue sur Homo Ludens. Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, je suis Nadia Benedetti, je suis coach et formatrice et facilitatrice Lego Serious Play. Et mon expertise est l'amélioration de la performance par les jeux. Ce qui veut dire que j'aide des équipes à dynamiser et les talents individuels et l'intelligence collective, notamment lorsqu'il faut faire face au changement pour avoir plus d'agilité émotionnelle, cognitive et comportementale. Et j'ai fait cela en construisant des parcours ludiques qui font donc lèvent sur les jeux et sur les neurosciences cognitives pour entraîner ces capacités d'agilité émotionnelle, cognitive et comportementale qui se traduisent par l'entraînement des soft skills comme la communication, la collaboration, la créativité et la résolution des problèmes. C'est une manière simple en fait et relativement rapide pour installer de nouveaux comportements, non pas dans la souffrance du changement, mais plutôt dans le plaisir du jeu. Et comment en es-tu venue à t'intéresser au jeu? Très bonne question. Je pense que j'ai un tempérament joueur déjà et ça, c'est peut-être lié à ma culture italienne. C'est vrai que, j'ai toujours un peu inventé des petits jeux pour, dépasser les nuits du quotidien ou les tâches que j'aime pas et donc les jeux m'est assez familier. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup approfondi les thématiques du jeu et du jeu, au travail entre autres, lorsque j'ai travaillé dans les groupes Lego pour la branche, Lego Éducation. Donc la branche qui s'occupe, de tout ce qui est, aider les enfants à apprendre à partir du jeu, des activités ludiques. Le groupe Lego, en fait, est très actif dans la recherche autour de la valeur du jeu dans l'apprentissage et il collabore beaucoup avec, des instituts de recherche, comme, l'université de Cambridge ou les MIT à Boston et donc moi, lorsque j'ai travaillé chez les Lego Éducation, j'ai pu baigner dans un peu tout cet univers de recherche très pointu autour du jeu et donc j'ai commencé à approfondir, à m'intéresser. J'ai aussi commencé à l'appliquer avec mes équipes, donc avec les adultes et j'ai constaté un peu, enfin j'ai constaté beaucoup même, comment ça peut, augmenter les niveaux de motivation, mais aussi la capacité à apprendre et à collaborer chez les adultes et finalement j'ai décidé d'en faire mon métier principal. Tu nous as dit que le jeu favorise la motivation, la communication, la collaboration, l'apprentissage. Est-ce que tu vois d'autres avantages liés à l'utilisation du jeu en général en entreprise? Oui, parce que le jeu en fait, hein, pour résumer, le jeu permet, en fait d'apprendre à apprendre. C'est vraiment comment fonctionne le cerveau et je me réfère pour ça à toutes les études, par exemple, en France, des Stanislas Dehaene. Le cerveau, en fait, il teste et il apprend à partir des expérimentations et en jouant, on fait ça. On fait ça depuis petit, on fait ça même dans le monde animalier. Donc jouer, c'est une façon de se tester, de tester aussi, d'expérimenter, explorer l'univers autour de nous et ça permet en fait de voir quels sont les comportements appropriés et quels sont donc qui nous amènent à la réussite, à des résultats, quels sont les comportements moins appropriés. Ça, c'est pour la théorie générale. À l'entreprise, c'est intéressant parce que, utiliser les jeux, c'est comme faire un pas de côté, c'est se décaler un petit peu et mettre donc les personnes en sécurité, donc enlever les enjeux liés au contexte du travail et au quotidien du travail et du coup laisser plus de liberté pour, autoriser cette expérimentation ou comme on dit aujourd'hui aussi les droits à l'erreur et donc pouvoir se révéler dans ses talents, dans ses capacités, explorer de nouveaux comportements, explorer de nouvelles formes de communication et le tout du fait qu'il y a un décalage par rapport au contexte du travail avec aussi, l'amusement et la surprise qui sont typiques du jeu, qui du coup déclenchent aussi l'enthousiasme et permettent, entre autres, de mobiliser tout le monde, notamment dans des contextes multiculturels. Donc en fait, ça permet, pour résumer, utiliser les jeux, ça permet, d'avoir des groupes de travail beaucoup plus efficaces et dans un temps assez rapide où les gens
collaborent ou participent en tout cas avec plaisir, donnent du sens à leur action et utilisent toutes les compétences, ainsi que leurs talents, leur capacité à en devenir, pour trouver de nouvelles solutions et pour travailler ensemble. Super. Et comment as-tu découvert la méthode Lego Serious Play? Est-ce que c'était lorsque tu travaillais chez Lego? Oui, effectivement, un peu par hasard, parce qu'il faut dire que la méthode Lego Serious Play est aujourd'hui complètement indépendante du groupe Lego, qui l'a rendu libre d'accès et qui s'en est détaché pour la partie méthode. Mais un jour, effectivement, j'étais à Bilhoun, donc la maison mère des Lego, et je suis tombée par hasard sur une salle où il y avait des adultes qui jouaient avec des briques Lego. Ça m'a beaucoup intriguée, et quand je demandais ce que c'était, on m'a expliqué que c'était cette méthode qui s'appelle Lego Serious Play. Et c'est le nom qui m'a intriguée, et puis j'ai approfondi Serious Play. D'habitude, on parle de Serious Game, et là, en fait, il s'agit des Serious Play. Alors, c'était intéressant. En fait, la différence, c'est que, les serious games, c'est des jeux sérieux, donc sérieux dans la mesure où il y a un objectif, sérieux, un objectif concret lié au monde de l'entreprise, ou en tout cas au monde d'apprentissage ou des gestions. Mais les games est beaucoup plus structuré, et souvent c'est des jeux vidéo. Alors que le play, c'est beaucoup plus libre, c'est moins structuré, tout en ayant un minimum de règles et un objectif au fond, au final. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à me poser des questions, à voir comment ça se passe, et en parallèle, en fait, de mon activité, chez Lego Education, j'ai décidé de me former aussi à l'approche Lego Serious Play, que j'ai ensuite, mis en œuvre, au sein de mes équipes, et aussi avec, à l'époque, j'ai travaillé avec des distributeurs, au sein des équipes commerciales de mes distributeurs, avec des résultats assez surprenants en termes d'engagement, motivation et d'émergence, de connaissances et des nouvelles idées pour faire ce qu'on avait l'habitude de faire mieux, voire différemment. C'était une belle découverte. Et du coup, est-ce que les entreprises qui font appel à cette méthode sont conscientes des avantages que tu as pu nommer, notamment sur l'engagement? Ou pourquoi est-ce qu'elles font appel à cette méthode? Bah, j'avoue que souvent, on fait appel à cette méthode plutôt par curiosité. C'est parce qu'il y a soit un chef d'équipe, soit un directeur, soit un responsable formation ou un responsable, ressources humaines, qui est à la recherche des méthodes innovantes pour impliquer, pour faire des formations, souvent on commence par à chercher plutôt de la cohésion d'équipe, et souvent c'est des gens passionnés des Lego, et donc du coup ça les intrigue de voir comment on peut, utiliser en fait des briques Lego en entreprise. Et après, du moment où on montre quel est le potentiel de la méthode et jusqu'où on peut aller, bah, du coup en fait ils en restent carrément fascinés, parce que c'est vrai que c'est une méthode, et c'est ça sa force, qui permet très rapidement d'avoir des résultats en termes de prise de conscience, des stratégies aussi, et de communication ou collaboration entre les personnes. Donc la méthode Lego Serious Play, ses avantages, c'est notamment sur la collaboration entre les personnes. Ça permet d'avoir des résultats rapides. Est-ce qu'il y a d'autres avantages liés à l'utilisation de cette méthode en entreprise? Beh, oui, parce que ça, c'est les avantages des fonds de la méthode. Après, la méthode s'applique, de façon, sur mesure, je dirais, dans la mesure où on va travailler des problématiques spécifiques. On en a plus de l'accompagnement que de la formation, et du coup, ça permet en fait de travailler des thématiques, très variées. Enfin, on peut tout travailler avec cette méthode en termes de thèmes, mais c'est vrai qu'elle est particulièrement efficace, lorsqu'on a besoin, par exemple, de trouver une identité, d'équipe, par exemple, d'organisation, de la clarifier, de carrément construire une vision, ou lorsqu'on a besoin de mener des réflexions créatives, que ce soit un petit groupe ou un grand groupe, autour d'une thématique clé pour l'organisation. Elle est aussi applicable pour faire de façon simulée, de l'innovation des produits ou des services dans une perspective, user experience, vraiment dans une perspective utilisateur. Et elle permet aussi de faire vraiment de la stratégie, c'est-à-dire de représenter un projet, une équipe, une organisation dans son écosystème, pour en voir tous les agents
et tous les parties prenantes, mais aussi tous les facteurs qui peuvent influencer l'activité, ou le projet et du coup, prendre par simulation, prendre des décisions et tester quelles sont les décisions les plus efficaces. C'est l'avantage, c'est de pouvoir se représenter en tant qu'organisation, en tant qu'équipe, en 3D grâce aux briques et du coup de pouvoir manipuler concrètement, ces briques, ces constructions, pour tester des scénarios possibles avant toute mise en œuvre. Ce qui permet quand même de gagner en temps, mais aussi en ressources dans la mesure où on teste des stratégies avant même de les mettre en œuvre dans la réalité et on fait donc des économies d'échelle. Après, mis à part la représentation en 3D, il y a aussi l'effet que, c'est une méthode qui est structurée de façon à que tout le monde puisse s'exprimer et exprimer ses connaissances. Mmh, celle consciente, mais celle aussi qu'on a oubliée à force de faire, on oublie qu'on sait faire des choses et ça permet donc de mettre autour de la table plusieurs personnes, y compris des niveaux hiérarchiques différents, pour qu'ils échangent entre eux avec un vrai effet de pollinisation et qui rebondissent les uns sur les autres, en permettant à la fois d'avoir un langage commun, mais aussi, un partage des connaissances du coup et une prise de conscience des enjeux des uns des autres et je me répète, mais même si les niveaux hiérarchiques sont différents, avec une prise de parole assurée à 100 de la part de tout le monde parce que tout est structuré pour que, justement on évite ces phénomènes de 20-80, c'est-à-dire les personnes les plus, extroverties qui d'habitude prennent la parole et monopolisent un peu le temps de travail. Avec la méthode Lego Serious Play, tout le monde s'exprime et tout le monde écoute ce qui est exprimé. Et puis, comme on utilise aussi, les métaphores, c'est-à-dire qu'on construit des idées, des concepts abstraits dans un modèle concret, ça aide la clarification. Mais après de ces modèles concrets, on en fait des métaphores et on raconte des histoires. Et du coup, ça facilite les échanges parce que ça permet d'avoir un langage commun qui parle à tout le monde. Alors, on parle aujourd'hui d'intelligence multiple et c'est vrai que, on apprend différemment ou en tout cas on est impliqué différemment en fonction si on est plus dans les visuels, dans l'auditif, dans la kinesthésique. Là, on est sur la manipulation 3D et on utilise à la fois la parole, l'image et les mains dans les constructions et donc on parle vraiment à tout le monde et ça facilite, à la fois les ancrages et les apprentissages, mais aussi, la mémorisation et donc l'implication jusqu'au bout de l'atelier. Et puis, dernier grand avantage de cette méthode, par rapport à d'autres techniques, d'intelligence collective, là, on sait que, hem, l'individuel sera pris en compte du début à la fin, même si l'objectif des ateliers est d'arriver d'une construction de perceptions individuelles vers des perceptions et constructions collectives. À la fin, dans la synergie collective, on trouvera toujours, parce qu'elle est concrétisée en briques Lego, l'idée individuelle des départs. Et ça, c'est pas anodin, parce que c'est ce qui permet, à chacun de s'y retrouver, jusqu'au bout en fait, de retrouver en fait ses valeurs, ses idées et donc du coup d'être beaucoup plus engagé dans les résultats final, qui est un résultat collectif, mais on peut se retrouver même individuellement. Et est-ce que ça t'arrive de rencontrer des participants qui sont réticents à utiliser des briques Lego dans un cadre professionnel et comment les gères-tu? Oui, j'avoue, ça arrive. Et c'est là, en fait, qu'on voit, en fait, combien est important d'avoir un peu de bouteille dans la facilitation. En général, quand ça arrive, c'est des personnes qui hésitent parce que soit elles savent pas comment faire, soit ils considèrent que c'est un jeu d'enfant. Il y a beaucoup de préjugés quand on utilise ce type de support. Mais mine de rien, c'est des personnes qui sont là et qui ne quittent pas forcément la salle ou qui viennent enfin, si vraiment ils voulaient pas participer, ils seraient pas là. Mmh. Et tout simplement, comme dans tout jeu, on précise les règles. Donc dans les règles de Lego Serious Play, de la méthode Lego Serious Play, soit on joue pas. Comme dans tout jeu d'ailleurs, hein. On ne peut pas forcer à jouer parce que sinon ce n'est plus un jeu. Mais en même temps, si on n'a pas envie de jouer, on ne peut pas non plus rester en tant qu'observateur autour de la table. Soit on participe, soit on participe pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au premier tour, qui est un tour un peu d'échauffement, des constructions où on regarde un petit peu comment ça se passe, quel est le niveau, où il y a pas d'enjeu donc, je laisse la possibilité, à ces personnes de décider s'ils veulent rester ou pas. Je les fais passer en dernier et ce qui se
passe, c'est assez magique parce que systématiquement, lorsqu'il voit les autres s'élancer, quelque part, comme il y a derrière une curiosité et une certaine envie de faire, bah, finalement, il s'élance. Alors souvent, c'est, un peu de la provocation. Par exemple, ils mettent juste une brique, mais mine de rien, c'est un début et ce que je constate, c'est que à force de voir les autres, à for et en ayant expérimenté, en fait, ce que ça fait de construire avec ses mains, ce qui apporte un certain plaisir, l'idée de créer quelque chose est quand même, créer quelque chose donne quand même une certaine satisfaction. Bah, au final, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est ceux qui prennent le plus de plaisir et qui deviennent plutôt bavards, à la fois dans la construction et dans la présentation de ce qu'ils ont construit. Donc c'est assez magique. Mais ça arrive effectivement. Mmh, d'accord. Alors tu nous as parlé d'un tour d'échauffement et de quelle manière se déroule une séance de Lego Serious Play? Est-ce qu'il y a un protocole à appliquer? Il y a un canevas, il y a une structure globale qui est à respecter parce qu'elle correspond en fait à comment les adultes progressent dans les apprentissages et ça respecte un peu, ça permet de s'adapter aux différents groupes auxquels on a affaire et ce protocole est en 2 parties. Une toute première partie qui est nécessaire, même si elle n'est pas suffisante et qui est une partie effectivement d'échauffement où, on fait, déjà construire avec des briques pour voir un petit peu, les niveaux d'habilité, ne serait-ce que, dans la manipulation. Ensuite, on fait construire des métaphores et ensuite des histoires. La méthode Lego Serious Play fonctionne par la construction avec les briques Lego, des métaphores et des métaphores complexes qu'on peut définir du storytelling, donc des histoires. Donc on fait en sorte sur un premier tour d'échauffement à peu près, 30 à 45 minutes en fonction du groupe, on fait en sorte que tout le monde à la fin arrive avec le même niveau sur ces 3 compétences. Et c'est très important aussi pour les facilitateurs pour voir justement quels sont les écarts dans les groupes là où il y a par exemple, de l'émotion ou des difficultés d'expression et cetera. Donc ça permet un peu de réajuster et une fois qu'on a fait ça, là on rentre dans les vifs du sujet, donc on aborde le thème, qu'on doit travailler dans la session Lego Serious Play et là, en fait, la structure varie beaucoup en fonction de qu'est-ce qu'on va travailler en fait, du sujet. Et pour ça, en fait, on construit, en fonction des différentes techniques, qui existent au sein de la méthode. Mais la structure commune est d'une part les passages toujours d'une construction individuelle à une construction collective. Les 2 étapes sont nécessaires et d'autre part, on respecte toujours ce qu'on appelle les processus cœur de la méthode Lego Serious Play qui est, toujours les mêmes en fonction indépendamment des étapes qu'on aborde. Donc d'abord, on pose une question. Les participants répondent à la question, en construisant leur réponse avec des briques. Ensuite et ça peut être, pardon, de façon individuelle ou collective. Ensuite, on présente ce qu'on a construit aux autres et au final, en fait, on réfléchit autour de ce qu'on a compris dans cette construction pour passer à un questionnement suivant qui est soit un questionnement en lien, soit un questionnement d'approfondissement. Mais on recommence avec le même cycle qui, si on regarde bien, n'est ni plus ni moins que le cycle, d'apprentissage par l'expérience, par l'expérimentation. Donc indépendamment de la méthode, c'est comment en fait on apprend, comment font les chercheurs par exemple. Et quelle est la place du coup du formateur facilitateur lors d'une séance de Lego Serious Play? Hem, c'est essentiellement de la facilitation. Là, la partie formation, n'existe pas dans la mesure où les contenus sont chez les participants et c'est ce qu'on cherche en fait. Donc, le rôle du facilitateur, c'est vraiment faciliter ces émergences et c'est, d'une part, creuser un petit peu avec du questionnement ciblé lorsque, les personnes s'expriment pour faire en sorte que ce soit au plus proche de ce que la personne veut vraiment dire, même si les mots ne les suivent pas forcément. Comme on est dans la métaphore, parfois ça peut être ambigu même pour la personne et donc du questionnement ciblé et stratégique et puis c'est surtout, veiller à la dynamique du groupe, que le groupe soit bienveillant et qu'il puisse avancer dans une progression qui soit, compatible avec les niveaux de chacun, en fait, avancer vers l'objectif qui se sont donnés et puis la gestion de l'individuel parce que c'est vrai que,
comme en général dans les jeux, mais particulièrement avec les briques Lego, ça peut être très évocateur, donc les émotions sont là et donc parfois, en fait, il y a des émotions qui surgissent et ça, il faut savoir les gérer. Donc les rôles du facilitateur dans un atelier de Lego Serious Play, c'est vraiment de, veiller en sachant balancer directivité, souplesse, à que l'atelier se déroule bien du début à la fin, pour les individus comme pour le groupe en tant qu'entité. Combien est-ce qu'il y a de personnes dans un groupe Eh beh, en général? bien, en général, en fait, c'est des groupes qui ne dépassent pas les 12 personnes. La taille, d'un groupe idéal va de 6 à 12. À moins des 6, comme, d'ailleurs pour toutes les réunions un peu créatives, en fait, moins des 6, ça risque d'être un peu pauvre, un peu réducteur, mais c'est quand même faisable. Ça demande beaucoup plus de facilitation pour aller chercher les contenus chez les personnes. Au-delà des 10, 12, c'est encore acceptable. Au-delà des 12, ça risque d'être un peu compliqué parce que ça prend du temps quand même de présenter ces modèles, ces constructions et parce que aussi, ça quand même ça demande beaucoup de travail, aux facilitateurs de pouvoir suivre, le comment dire? L'évolution de chacun, en fait. Donc, ce serait un peu réducteur de faire un atelier à plus de 12 personnes. Après, on fait des ateliers en grand groupe. En général, on prévoit un facilitateur, tous les 12 personnes, tous les 15 personnes grand maximum et on est conscient que quand on est, à plus, donc un facilitateur pour plus de personnes, on s'éloigne un peu du protocole du Lego Serious Play et on sait que les contenus seront un peu plus légers, mais pourquoi pas si l'objectif, c'est de mener une réflexion thématique, par exemple. D'accord. Alors, une question qui intéresse le joueur de Lego, est-ce que les briques Lego qui sont utilisées lors des sessions Lego Serious Play sont particulières? Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Eh ben non, dans la mesure où c'est des briques Lego, ni plus ni moins. Mais c'est vrai que quand on regarde le panier Lego, il y a beaucoup de briques de nature très différentes. Donc il y a des briques, techniques, il y a des briques Duplo, il y a des briques des constructions, il y a des figurines, il y a des arbres, des fleurs et cetera. Donc ça, c'est l'univers Lego est très riche. Mmh. Lego Serious Play, en fait, reprend un peu ça, mais c'est vrai que même si les briques sont les mêmes, donc c'est un mélange des Lego techniques, des Lego, classiques et des Duplo ou des figurines. C'est vrai que les kits spécifiques Lego Serious Play sont quand même calibrés à la taille du groupe déjà, donc un groupe de maximum 12 personnes et puis sont calibrés pour que dans les lots, on puisse avoir de tout. Parce que c'est important qu'on puisse ouvrir la créativité avec des briques, génériques, anodines, où c'est juste la brique avec de la couleur et on en fait ce qu'on veut. C'est intéressant de mettre des briques un peu plus techniques pour faire des effets, pour ceux qui sont plus à l'aise dans la construction et c'est important d'avoir des briques, plus figuratives, donc des figurines, des fleurs, des petits animaux parce que, il y en a qui sont un peu plus, moins habitués à construire et qui sont moins à l'aise avec la créativité et ça leur donne donc un point de départ pour éviter le syndrome, de la page blanche qui, dans les cas des Lego, c'est le syndrome de la plaque Mmh. grise, sans rien dessus. C'est un peu la même donc oui, c'est des kits stratégiques, même si les briques à la base sont toujours les mêmes. OK. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, d'exercices que tu donnes aux participants lors d'une session? Oui, alors ça dépend beaucoup de ce qu'on veut travailler dans l'atelier, mais des exercices qui revient assez souvent. Bon, dans la partie d'échauffement, c'est classiquement, construire une tour, c'est ce qu'on demande, c'est juste un exercice des constructions ou bien représenter son collègue idéal ou, ce qui nous motive au travail. Donc on donne un temps de 3 minutes pour construire ça, tel que ça vient. Après, quand on rentre dans les vifs du sujet de l'atelier, ça peut être, par exemple, construire l'identité de son équipe ou construire, quels sont les points de force, dans son organisation ou, quels sont les facteurs qui, d'après nous, influencent le plus les projets qu'on est en train de faire. Ou bien, si on reste sur l'identité, par exemple, c'est construire son identité
Donc quelle est la vision qu'on a de soi-même au sein de l'organisation, construire son identité d'après les autres, donc comment on pense que les autres nous voient au sein de l'organisation et puis, ce qu'on appelle, l'identité aspirationnelle, même si c'est un anglicisme, pardon, c'est construire, son identité en tant que, membre de l'organisation, de l'entreprise, au mieux de soi-même. Donc quelque chose qui est quand même atteignable, on n'est pas dans l'idéalisation, mais comment on est, qu'est-ce qu'on est, comment on fait, comment on se comporte et quelles sont nos qualités lorsqu'on est au mieux de soi-même. Ça, c'est une des questions classiques quand on fait un atelier de base sur 3 heures où on peut justement pas aller plus loin qu'explorer son identité individuelle, d'équipe ou d'organisation. Et c'est très intéressant parce que c'est un enchaînement, ces 3 questionnements sur l'identité et ça permet justement de se focaliser progressivement sur ce qui est des plus difficiles à cerner en général, donc ses talents et comment on est et qu'est-ce qu'on fait quand on est au mieux. Donc ça veut dire vraiment se focaliser sur des choses qui sont difficiles à percevoir, mais qui mine de rien sont là et ça oblige les personnes à passer du conceptuel à du concret, donc à y réfléchir et surtout en les racontant, à les définir quelque part. Mmh. Même si c'est imagé, mais ça permet quand même de les concrétiser en images et donc d'en prendre conscience. C'est surtout ça qui arrive dans l'atelier, en fait. On prend conscience de ses talents. Ça, c'est un exemple. Ouais, ça a l'air Ah vas-y, je t'en oui? prie, continue. Non, après, ça, c'est plus pour la partie identité. Ce qu'on fait lorsqu'on a beaucoup plus de temps, ça demande au minimum, 1 journée et idéalement 2 journées. C'est qu'on va travailler tout ce qui est plutôt stratégique, donc la stratégie pour l'équipe ou pour l'organisation et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Chacun réfléchit à comment il voit l'organisation, quels sont les aspects clés de l'organisation. On construit ensemble un système, on fait un paysage de tous ces éléments construits individuellement. On les met donc sous forme des systèmes sur une table et ça nous permet d'avoir une vision en 3D et globale, ce qui n'est pas facile à faire quand on y réfléchit intellectuellement. Là, c'est concrétisé, donc on peut le voir. On peut voir les systèmes de son équipe, de son organisation et comment ce système est construit. Donc, qu'est-ce qui est plus proche, qu'est-ce qui est pour plus éloigné, quels sont les facteurs d'influence, et cetera. Et après, un exercice très intéressant, c'est qu'on va jouer, la simulation, donc on va hypothéser des scénarios de qu'est-ce qui peut arriver dans les futurs et on va tester ces systèmes. C'est-à-dire qu'on va vraiment, déplacer les éléments qui peuvent être impactés par ces scénarios futuristes, enfin ce qui peut arriver dans le futur. On va les déplacer en fonction hem, de ce qui peut arriver et on constate qu'est-ce qui va être, par conséquence, qu'est-ce qui est en connexion et qui va être, aussi influencé en fait par ce changement. Un changement qui peut arriver dans une partie du système, comme c'est un système finalement, ça peut impacter une autre partie qu'on n'avait pas forcément, vue au départ. Donc ça permet vraiment de tester des changements et de voir quelles sont, les zones impactées en priorité et dans un deuxième temps. Et donc ça permet de définir quelles sont les priorités à prendre en compte et construire ce qu'on appelle dans les ateliers Lego Serious Play les grandes lignes directrices de ce qui est important de faire pour l'équipe, pour l'organisation, pour faire face à ces éventualités. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller voir des réalisations concrètes pour, se donner un peu une idée de ce que ça donne à la fin, ce genre de construction? Un endroit où voir les réalisations concrètes, c'est difficile parce que, c'est vrai qu'on garde pas forcément les constructions. On a fait des photos, des vidéos et cetera, mais ça appartient en fait en général à l'entité qui a décidé de faire, l'atelier. Donc moi je suis en train de construire un site où je compte partager, là où j'en ai l'autorisation en tout cas, une partie des ateliers que j'ai fait pour donner justement des exemples. Après ce qui existe en France, c'est des meet-up, qui régulièrement se tient sur Paris pour vraiment expérimenter, la méthode. Donc ça n'arrive enfin, c'est des meet-up sur, 2 heures donc on n'arrive pas à faire ce que je viens de décrire, donc en vision systémique de l'organisation. Mais ça permet de tester en fait, et de vivre parce que c'est quand même important de l'expérimenter, le pouvoir d'émergence de cette méthode et après c'est vrai que sur internet on trouve beaucoup, beaucoup de littérature, d'exemples et cetera.
D'accord. Alors, quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans la méthode Lego Serious Play? Oui, avant tout de se former, parce que si on veut être certifié, effectivement, il faut passer par la phase, formation et être certifié comme dans toute, méthode, approche et cetera est gage de sécurité, en fait, pour de légitimité pour les entreprises. Mais c'est aussi parce que justement ça va être difficile comme pour toute facilitation d'animer une session si on l'a pas vécu soi-même. Sinon, en général, pour ceux aussi qui vivent en fait la méthode sans forcément vouloir l'animer, c'est de 1er conseil, c'est sûrement de faire confiance à ses mains. Parce que souvent quand on approche, les briques Lego, il y en a qui se jettent, qui ont envie de construire tout de suite, il y en a qui sont un peu plus hésitants, mais la première réaction, c'est un petit peu de conceptualiser. C'est-à-dire qu'on a une question, on a envie d'illustrer en fait, la question au mieux et donc on commence à réfléchir comment on pourrait faire. Et en fait, l'idée, c'est de plonger tout de suite les mains dans les briques. Déjà, il y a vraiment le plaisir physique de toucher les briques, mais ça permet aussi, en fait, le fait d'utiliser les mains de activer des zones du cerveau différentes, des zones qui sont, liées aux capacités verbales et linguistiques et du coup, ça permet de justement d'ouvrir cette émergence d'idées, d'ouvrir la créativité. Donc premier conseil, mettre les mains dans les briques et voir si ça nous plaît ou pas. Donc si ça nous plaît, effectivement, pourquoi pas aller plus loin et peut-être, commencer à vivre des ateliers et puis, par la suite des facilités. Après le secret, dans l'atelier, un bon atelier est dans la structure, dans les questionnements. Donc comment on clarifie les besoins avec les clients ou les besoins, en tout cas avec les participants et quelles questions on pose pour que les participants soient amenés au fur et à mesure à progresser dans leur prise de conscience, émergence, dans la démarche en tout cas. Et puis après, c'est des conseils que je peux donner, c'est de s'entraîner à la facilitation tout court, parce que c'est vrai qu'on utilise les briques, c'est un moyen, mais au départ, la matière première sur laquelle on travaille, c'est l'humain. Et donc c'est très important de pouvoir, accompagner un maximum, l'humain dans ses ressentis, dans ses émotions, dans son mode de fonctionnement, que ce soit en individuel ou dans la dynamique des groupes. Ça, c'est vraiment les conseils majeurs. Au-delà d'utiliser les briques, c'est vraiment savoir, comment dire? Valoriser au mieux, les personnes qui utilisent ces briques. Bon, du coup, on arrive à la fin. Oui. Est-ce que tu souhaites nous recommander un jeu que tu aimes particulièrement? Eh bah, les briques Lego, ça Ouais? c'est redondant. Tous les jeux de construction, j'avoue. Moi, j'aime particulièrement les Lego, mais il y en a d'autres qui existent mais il y a un jeu qui n'est pas un jeu de construction que j'aime beaucoup et qui est Dixit, que je conseille, vivement, à la fois pour, jouer ni plus ni moins, mais aussi pour soi, en fait, quand on a besoin de se clarifier un petit peu les idées. C'est un très beau jeu parce qu'on utilise beaucoup la métaphore et l'évocation. Les jeux, pour résumer en quelques mots, en fait, on a des images et à partir de ces images, une personne doit donner une phrase, exprimer une phrase, exprimer, un mot, mettre un mot, en fait, cette image et les autres ensuite, parmi un lot d'images, doivent deviner de quelle image, il s'agissait au départ. Et puis bon, je ne détaille pas les règles, mais ce qui est intéressant dans ces jeux, c'est vraiment cette association, cette synesthésie entre, l'image visuelle, les verbales, et les pouvoirs d'évocation, de la métaphore. C'est ça qui est très intéressant Ouais, super et jeu. ça reste très ludique. Mmh. Est-ce que tu connais une personne qui utilise le jeu dans son activité professionnelle et dont tu aimerais entendre le témoignage dans un prochain épisode? Oui, 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 je connais beaucoup de personnes qui utilisent les jeux, mais il y en a une en particulier que j'aimerais bien entendre. Elle s'appelle, Nicolas Piñeros et il est le Game Lab Manager pour le laboratoire Ludomaker de l'université, Paris 13 à Villetaneuse. Nicolas, en fait, gère un laboratoire de création des jeux et puis aussi est responsable du premier studio Lego Éducation en France qui existe au sein de l'université. Donc où les étudiants, enfin en séance pédagogique, dans les futurs enseignants, vont expérimenter comment, faire apprendre, de façon ludique, vraiment avec les tout les kits, Lego Education et c'est
quelque chose de très nouveau en France et j'aimerais beaucoup l'entendre sur à la fois cette expérience, du studio Lego Éducation, mais aussi de son laboratoire, Ludomaker où, justement on construit, les étudiants en master des sciences des jeux, construisent, inventent des nouveaux jeux. Ça j'aimerais beaucoup, avoir ça, en sachant qu'il a adapté tout ça aussi au contexte, professionnel et aussi, au contexte, lié plus de nature sociétale parce qu'il accompagne beaucoup, les enfants et adolescents en difficulté, par exemple. D'accord, super. Si on souhaite en savoir un peu plus sur toi et ton travail, où est-ce qu'on peut, s'informer? Et ben, j'ai créé un site. Pour l'instant, c'est mon site, personnel, donc nadiabenedetti.com et il y a aussi mon profil LinkedIn. Mais bientôt, en fait, je suis en train de travailler à un autre site qui s'appelle PlayMB et playmb.com donc où je vais partager tous mes contenus et aussi, mes trucs et astuces liés à l'utilisation du jeu pour apprendre et pour, évoluer et aussi pour dynamiser, les groupes de travail, justement. D'accord. Bah, je mettrai les liens en description de l'épisode. Super. Ben, merci beaucoup, Nadia Benedetti Merci à pour toi. cet, échange et puis Merci à beaucoup, bientôt. Mathieu. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.